bonjour. Bonjour Marc. Voilà, donc là on est dans les locaux de Fra Liberté qui sont dans l'usine, on la voit d'ailleurs, qui est juste en dessous. On est ici avec des bénévoles qui viennent nous aider à soit faire coller les étiquettes sur nos produits en vrac. Et l'association Fra Liberté, elle a été créée en 2016 pour promouvoir les produits de la SCOP parce que la publicité c'est trop cher. Et puis aussi avoir une action culturelle au travers de la pièce de théâtre, du groupe musical aussi. Donc on joue toujours notre pièce de théâtre où on raconte la lutte. Ouais. Et donc eh bien, l'association, elle a une cotisation annuelle qui est de 13,36 €, ça ne s'invente pas. Nickel, on mettra voilà. le bulletin donc, en lien. Je pense qu'elle ne changera jamais parce que c'est un chiffre c'est un montant qui est très comment dire, emblématique. Ouais. Voilà. Et voilà, donc l'association est chargée de gérer toute la partie initiative, visite d'usine. Et donc on travaille beaucoup avec des bénévoles qui viennent nous aider. Et puis on a des liens très particuliers avec d'autres coopératives, ouais. Comme par exemple la Bellaude à Carcassonne, qui a eu le même comment dire, schéma de lutte que le nôtre, ouais. Qui a été moins lent, mais 1 an je crois, ce qui est déjà pas mal. On vient de créer aussi, enfin eux, viennent de créer une glace à partir d'un de nos produits qui est la verveine. Ouais. Et donc voilà, il y a une comment dire, une coopération double. Voilà, y compris ici, bon celui-là il est ouvert parce qu'on la goûte, avec Scopti, la Bellaude, verveine, citronnelle. Nickel. Voilà. Super. Voilà, donc on a toujours des contacts très proches. Nickel. Voilà. Eh ben, merci à vous. Il y a des associations qui se sont créées, en solidarité avec nous, pour diffuser nos produits. Donc on a une antenne à Perpignan, dans le 66, et une antenne à Cherbourg, là-bas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il se répande un petit peu, parce qu'il y a des endroits où on n'est pas implanté, Scopti n'est pas implanté, les produits on ne les trouve pas. Et à travers ces associations-là, les gens peuvent trouver nos produits. Ça marche à bon entendeur, camarade. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, moi, c'est Gérard Cazorla. J'étais technicien de maintenance chez Fralib. J'étais syndicaliste et secrétaire du CECGT de Fralib. Et j'ai été le président fondateur de Scopti. Voilà. Donc moi c'est Olivier Leberquier, donc j'étais moi aussi technicien de maintenance à Fralib et j'étais le délégué syndical CGT du site. Auparavant à l'usine du Havre, ça s'entend, j'ai pas l'accent qui chante de mon petit camarade, mais donc je viens de l'usine du Havre qui a fermé déjà, où Unilever a restructuré et fermé le site de production en 98 et on est descendu à 54 familles ici, en nous expliquant que c'était l'avenir et que l'usine allait être l'usine européenne. Finalement ce qu'ils nous avaient pas dit, c'est que 12 ans plus tard, ça n'était plus Marseille la destination, mais Katowice en Pologne. Katowice en Pologne. Voilà. Et donc je suis maintenant le président de la coopérative du conseil d'administration. Gérard, comme il l'a dit, c'est lui qui était le premier président les 4 premières années. Il est toujours membre du conseil d'administration et président aussi de Fra Liberté, il ne l'a pas dit, de l'association. Et moi maintenant, donc le président du conseil d'administration de Scopti. C'est vrai que pour ceux qui connaissent, vous ou RIM par exemple, vous faites partie un peu des visages que certains ont repérés, qui identifient cette lutte, hein, où il n'y a pas que vous derrière. C'était quoi en fait ce 1336, ça sort d'où 1336 et on en est où jeune génération. C'est vrai que le conflit on l'a démarré en septembre 2010. Donc on va dire pour même un jeune de 30 ans aujourd'hui, il avait 15 ans à l'époque, donc c'était ado. Donc il y a besoin maintenant de réexpliquer, d'expliquer l'histoire et puis après de la faire perdurer. Nous en septembre 2010, Unilever annonce un projet de restructuration et de fermeture. Alors ce qu'ils ça serait pas dramatique par rapport à Perdre dans le coin, on pourrait en rire, mais ils nous avaient présenté ça une semaine avant en nous disant on va faire un comité central d'entreprise avec un seul point à l'ordre du jour, l'avenir du site de Gémonoso. Pour eux c'était un projet d'avenir. Donc l'avenir c'était de délocaliser les productions en Pologne. Donc on est dès le départ rentré en résistance d'abord pour se battre
pour conserver l'emploi et l'outil industriel. Ça a été notre motif point de départ. Ouais. Voilà. Et voilà, on s'est pas levé un matin en se disant on va faire une coopérative. Hein, ça s'est pas passé comme ça. Ouais. Donc on démarre dès le départ, d'abord parce qu'on sait que le meilleur moyen à l'époque, on est en 2010, mais même encore aujourd'hui, quand on a un emploi, le meilleur moyen d'en avoir un, c'est de conserver celui qu'on a. C'est ça. Et aussi et surtout parce qu'on avait tous les éléments économiques en tant que représentant du personnel qui démontraient que l'entreprise était rentable. Et d'ailleurs, Unilever n'a jamais été sur le terrain de la rentabilité de l'entreprise. Ils ont tout de suite été sur le terrain de la surcapacité de production en Europe de l'Ouest, en incluant l'usine de Katowice en Pologne. Alors, bon, pas très bon géographie, mais je pense pas que le Katowice est en Europe de l'Ouest. Mais bon, pour eux, ça les a arrangés, donc ils ont rajouté Katowice dedans, et donc du coup, surcapacité de production en Europe de l'Ouest, et donc volonté de fermer un site de production, malgré que l'entreprise était rentable. Et qu'on n'était pas assez compétitif, c'est-à-dire qu'on l'était, mais pas assez pour leurs actionnaires. C'est ça, la classique. Et donc du coup, dès le départ, voilà, on se bat pour conserver cet emploi, et très rapidement quand même, puisque on nous annonce le projet de fermeture le 26 septembre 2010, le 3 janvier 2011, donc un peu plus de 3 mois plus tard, on présente en comité d'entreprise, la dernière réunion du comité d'entreprise qui avait à statuer, à donner un avis sur le premier plan social qui était prêt, enfin plan de sabordage de l'emploi, c'est comme ça que nous on l'a rebaptisé, présenté par l'entreprise. On présente nous un document qu'on appelle pour une solution alternative à la fermeture. Il est somme toute assez simple, hein, c'est 4 pages, hein, avec 2 pages consacrées à la démonstration qu'il n'y a pas de justification économique à la fermeture. On montre la rentabilité de l'entreprise. Et 2 pages où là on commence à envoyer les pistes de comment on pourrait maintenir l'activité industrielle sur le site, en parlant de réappropriation par les travailleurs de l'outil industriel. Même pas dans ce document-là, on parle de coopérative, déjà à ce moment-là, c'est clair, à aucun moment, on l'a encore, on peut vous le présenter, on le cite. Et c'est d'ailleurs drôle parce que les premiers à avoir parlé de coopérative, c'est la direction à l'époque. Pour justement, après la réunion, démonter le 4 pages qu'on avait présenté, ils ont été vers les salariés en disant vos délégués sont devenus fous et ils veulent prendre l'argent que généreusement on veut vous donner en indemnité de préjudice, que vous les mettiez dans une coopérative et comme c'est pas rentable et comme vous y arriverez pas parce que vous êtes que des petits ouvriers, ça marchera pas. Ça serait dommage pour eux d'avoir un concurrent. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire. Donc on va dire dès janvier 2011, on commence à travailler sur une solution alternative qui rapidement va nous amener. Alors il y a des étapes, ça serait très long de réexpliquer tout ça. Bien sûr, mais au tout départ, on n'est pas forcément sur un modèle coopératif. On est sur d'abord, en premier point, et on l'a jamais évacué depuis le début, pendant toute la lutte, toute solution qui permettra de maintenir l'activité industrielle avec la reprise par un tiers. Twinning aurait proposé une proposition de reprise, on l'aurait forcément étudié, parce qu'on n'a jamais perdu de vue que c'était l'emploi qu'on voulait maintenir sur le site. La deuxième piste, c'était une société coopérative d'intérêt collectif. Une SCIC, Une SCIC. Et on continue à penser que c'était possible. À l'époque, les politiques de l'époque qui étaient aux manettes régionales, départements, régions, municipalités, etc., soutenaient ce projet-là. D'ailleurs, c'était eux-mêmes, les politiques, qui disaient si les Fralib y gagnent, on fera un pôle de l'économie sociale et solidaire du site de Fralib. Bon, malheureusement, comme on a été long dans le conflit, on est sorti qu'en 2014, c'était plus les mêmes qui étaient aux manettes des régions. Et donc, cette piste de repartir en SCIC a été vite abandonnée. Pourquoi on pense qu'elle aurait été utile et elle sera même encore aujourd'hui utile, c'est qu'on avait ciblé que la région, le conseil régional, qui a dans ses prérogatives économiques le développement économique de la région et notamment l'agriculture. Et nous, dans notre pan de projet alternatif qui est devenu notre projet d'aujourd'hui et qui est en place, on a la volonté de relancer la filière des plantes aromatiques et médicinales en France. Et donc, par exemple, ce qu'on fait avec notre tilleul, ce qu'on fait avec notre thym, eh bien, si on était en SCIC et que la région prenait toute sa part pour aider les agriculteurs à relancer l'activité, ça aurait été beaucoup plus simple que ce que tout seul on essaye de faire aujourd'hui. C'est justement un des aspects de cette prise de conscience vraiment qui allait très très vite, hein, pour des militants qui ne vivent pas ce genre de lutte, ça peut leur prendre à eux
15 ans, et vous, ça allait à une vitesse folle. Il y a aussi cette conscience du produit que vous faites et de tout cet enjeu. Donc, soit alors, la qualité des produits ou des producteurs que vous sélectionnez, et aussi voilà ce type de production que vous essayez que vous relancez carrément, quoi. Donc peut-être pas un point sur soit les baronnies, soit le tilleul des baronnies, soit sur le thym. En fait, dans notre projet alternatif à la fermeture, on avait des grandes lignes. Ouais. Et la première des grandes lignes, c'était que l'outil industriel nous appartenait, qu'il ne devait pas sortir de l'usine. Donc pas un boulon devait sortir de l'usine, c'est ce qu'on avait annoncé dès le départ. On avait aussi imaginé revenir à des arômes naturels, puisqu'il faut savoir que Unilever est passé de l'arôme naturel à l'époque où on était les seuls à faire en Europe, où on faisait nous nos mélanges naturellement, on conditionnait nos sachets et on envoyait aussi des volumes à d'autres usines du groupe pour qu'ils conditionnent aussi leurs sachets. Donc on avait, on dirait, une barrière technologique à l'entrée qu'ils ont détruit après pour passer de l'arôme naturel à l'arôme artificiel. Et alors, moins de technologie, moins d'emplois. Le fait de mettre des arômes artificiels, ça coûte moins cher que des arômes naturels, comme on faisait avant. Et ensuite, en plus, comme l'arôme naturel, c'est ce qu'on nous on dit, c'est l'arôme qui se diffuse quand on le trappe dans l'eau, et c'est quand on boit le thé aromatisé de façon artificielle, c'est uniquement l'arôme que vous avez dans la bouche. Et vous ne sentez pas le thé. Et ça leur permet à eux de mettre de la base de thé ou d'infusion de moins bonne qualité. Donc ils gagnent sur tous les tableaux. D'accord. Donc là-dessus, nous, on a banni ça, on a voulu revenir à l'arôme naturel. On a dit aussi développer les circuits courts, puisqu'on savait que en France, des plantes aromatiques se cultivaient, et donc on pouvait aller les chercher en France au lieu d'aller les chercher en Europe de l'Est ou en Amérique du Sud. On pensait aussi qu'on avait la compétence en interne de fabriquer des sachets de thé et de réparer les machines. Donc on n'avait pas besoin de patron, de hiérarchie. Ça aussi, c'était une des grandes lignes. C'est pour ça que Unilever, quand ils ont appris ce qu'on leur a développé, ils ont dit ils sont fous. On voulait aussi, comme a dit Olivier, mais on voulait inventer une forme juridique nouvelle. Donc là aussi, on a vite appris que il n'y avait pas 36 solutions, c'était soit le système capitaliste dominant, et ça on avait déjà donné, on ne voulait plus en donner, soit le système après coopératif qui était plus proche de nos valeurs. Donc, voilà, on s'est retourné là-dessus, mais au départ, c'était pas la scope, on n'imaginait pas une scope d'entrée. Okay. Pour ça, c'est venu petit à petit. Et avec le temps, donc on a construit ce projet, on a on s'est aussi rapproché de l'Union régionale des scopes. On a aussi fait venir une entreprise, déjà un scope depuis 50 ans, qui est Seralep, qui est dans la région lyonnaise, où son président est venu présenter à l'Assemblée générale avec les salariés donc, comment fonctionne une scope. Alors là aussi, le résultat était très mitigé, parce qu'il y avait à peu près un tiers qui disait ouais c'est bien, il faut faire, et c'est là, un tiers qui disait on ne sait pas trop, et d'autres qui disaient non, ça ne va pas marcher, quoi. Donc voilà, c'était assez parlant, quoi. Et puis le fait que ça a duré malheureusement si longtemps a fait que ce produit a mûri, et que donc on s'est tourné vers la coopérative. C'est ça. Alors justement, l'étape d'après, c'est je ne vais pas dire la prise en responsabilité, parce que vous étiez déjà complètement responsable de ce que vous étiez en train de créer, mais le moment où ça y est, les statuts sont lancés, l'activité va vraiment démarrer. Qu'est-ce que ça a apporté aussi comme bouleversement, comme changement dans la manière de travailler, quoi? Alors, sur la manière de travailler techniquement, on continue à travailler comme on le faisait avant, les machines c'est toujours les mêmes, et donc il y a tout un tas de choses, moi je le dis toujours de cette manière là, on n'a pas réinventé l'eau chaude sur un certain nombre de choses. C'est ça. Ce qu'on considérait qui fonctionnait bien et ce qui était qu'il fallait travailler comme ça, on a pris les modes opératoires où il y avait marqué Fralib et on a mis Scopti à la place, tout simplement, peut-être en modifiant 2-3 trucs, mais dans les grandes lignes c'était ça. Par contre, il y a plein de choses qu'on a fait complètement différemment. La politique salariale, par exemple, on a mis nous, le collectif de coopérateurs, près de 9 mois pour accoucher de notre politique salariale, donc on a été à terme. Et on est passé d'une politique salariale du temps d'Unilever où il y avait le salaire individualisé avec des écarts énormes dans chaque catégorie de professionnels. On pouvait avoir sur un même poste de travail une personne qui avait 25%
de salaire supérieur à une autre personne alors qu'il faisait exactement le même travail. Okay. Donc c'était un truc complètement aberrant, mais bon, ça dans beaucoup de sociétés du système dominant, on le retrouve malheureusement encore aujourd'hui. Et ce qui divisé pour mieux régner, ça ils ont bien compris et ils l'appliquent bien. Et donc du coup, nous, ça on le voulait plus. Donc la réflexion a été longue, hein, on n'a pas tous été d'accord, même sur celle qu'on a mis en place, je crois de mémoire c'est 83% des coopérateurs qui ont adopté, hein, parce qu'on a fonctionné à la majorité. Et donc on est sur un salaire unique par catégorie professionnelle, 3 catégories, avec l'idée de dire on limite les écarts entre les catégories, le minimum, et puis surtout on défavorise moins les premiers collèges. Donc le premier collège, il est parti sur la base de la rémunération qu'on avait avec Fralib. Il n'y en a aucun des premiers collèges qui était en base, qui a démarré en dessous de ce qu'il a avec Fralib, voire même pour certains plus. Et après, c'est au niveau du deuxième et troisième collège qu'on a réduit l'écart. Mais surtout, l'écart avec Unilever, on était un écart de salaire de 1 à 220. Un opérateur, en parlant en net, un opérateur à Fralib, c'était autour de 1500 € net par mois, alors que le PDG Monde était à 320 000 €. Voilà. Et je parle pas les stocks options, les avantages à nature, etc. qu'il y avait avec en regardant que le salaire. Nous, on est sur un écart de 0 à 0,25. 1600 € pour le salaire premier collège, 2000 € pour le cadre, qui est le premier niveau de rémunération de la convention collective. Donc, au niveau de la politique salariale, voilà, on a fait ce qu'on a voulu. Et deuxième élément aussi, qui est marquant par rapport à ce qu'on a mis en place. Juste avant que tu fasses le deuxième, juste savoir si le patron il est venu et il arrivait à emballer 300 fois plus de boîtes que les autres. Ah non, pas du tout. Non, il arrivait pas. Non, parce qu'on peut-être que, ok. Enchaîne sur le deuxième du coup. Non, parce que si ça se fonctionnait comme ça se saurait. Hein. Je pense pas, par exemple, Bernard Arnault, il fait beaucoup de bouteilles de parfum. Hein, et ceux qui expliquent que faut garder parce que c'est une richesse pour la France. Je pense que l'ensemble des salariés de LVMH aujourd'hui, demain ils s'en vont, qu'ils partent. Et ça va rien leur changer à la vie, ils vont continuer à travailler, à produire et à être performants. Ils ont pas besoin de lui. Donc je pense que c'est plus un boulet pour LVMH qu'un apport pour les salariés qui travaillent pour cette société. Mais donc oui, nous la même chose. Paul Polman, voilà, il faisait. S'il était venu déjà, il aurait certainement pas fait un seul sachet au bout de la journée. Il ne connaissait même pas. Ouais. Mais donc ça c'est le côté on va dire salarial qui est criant quoi, la différence de ce qu'on a mis en place. Mais aussi alors ça économiquement, parce que moi je le dis aussi toujours de cette manière-là, avec la lutte des Fralib, nous on a gagné contre Unilever, les 76 qu'on luttait jusqu'au bout sur les 182 qu'on était au départ de l'annonce de fermeture. Cette victoire-là, personne ne peut nous l'enlever, on a gagné. Allez, c'est un peu comme l'OM avec la Ligue des Champions, ça non, l'étoile on peut pas l'enlever. Allez gagner, c'est acquis. Nous voilà, cette victoire-là on l'a gagnée, mais en même temps on n'a pas fait tomber le système capitaliste avec notre victoire. Et donc du coup notre coopérative on l'a créée avec nos valeurs, avec notre manière de fonctionner. Mais on est dans le modèle dominant qui impose un certain nombre de règles et qui est pas forcément et même pas du tout en adéquation avec le style d'économie que nous on prône. Ce qui fait que la décision qu'on a prise dès le départ, le collectif, de comment on allait fonctionner pour démarrer, est pénalisante économiquement par rapport à comment une entreprise doit vivre dans le modèle dominant. C'est ça. Je m'explique. Nous, quand on sort du conflit, je l'ai dit, on était 76. On aurait pu dire, parce qu'on n'a pas tout obtenu, on voulait conserver la marque éléphant par exemple, et on avait toute la légitimité, mais comme on ne l'a pas eu, du coup on n'a pas eu les volumes qui étaient avec, il fallait tout reconstruire. C'est-à-dire qu'on partait de zéro. Entre guillemets, la sagesse d'un bon dirigeant d'entreprise du modèle dominant actuel aurait regardé ce qu'on avait tiré d'Unilever, je fais court, mais 3 millions € pour démarrer la coopérative et les machines à l'euro symbolique, voilà. Rester à traiter les conditions d'occupation du site, enfin bon bref, tout un tas de problèmes administratifs qu'il y avait à régler. Et bon, ça c'est ce qu'on avait comme base. Donc un bon gestionnaire d'entreprise dans le modèle dominant actuel, il aurait regardé ce qu'on avait obtenu et puis il aurait fait rentrer les salariés au rythme de l'activité qui se créait. Nous c'est pas ce qu'on a fait. Donc ce qu'on fait économiquement, on s'est mis un bon caillou dans la chaussure là. Mais bon, on l'assume pleinement et ça sera à refaire, on referait de la même manière. Donc nous on a permis aux 76 de rentrer dans la coopérative. Sur les 76, 59 ont fait acte de candidature et sont coopérateurs et coopératrices de Scopti. Et sur les 59, 46 avec la volonté et le besoin d'y être salariés. On a salarié les 46. Si on avait, pour reprendre mon exemple du bon gestionnaire qui serait venu à ce moment-là en 2014 pour voir comment on démarrait,
il aurait fallu démarrer l'entreprise à 5 ou 6. Oh, d'accord. Et on aurait tout de suite eu des résultats positifs. Mais c'est pas ce qu'on a choisi. Nous, on a considéré collectivement, on avait gagné contre Unilever. Cette victoire-là, on pouvait pas nous la retirer. Soit on réussissait collectivement tous ensemble, ou soit on échouait tous ensemble. Mais on a mis les hommes et les femmes au cœur du projet. Et c'est ce qu'on a fait. Ce qui fait que je vais vous donner un chiffre, comme ça vous comprenez tout de suite, ça éclare complètement les propos que je viens de dire. Notre premier résultat complet sur un exercice en 2016, c'est 1,8 million de chiffre d'affaires et 1,4 million de pertes. Ok. Voilà. Donc vous voyez, quand on présente ce document-là, quand on présente nos résultats aux banquiers à l'époque, évidemment, ils nous prennent pas au sérieux. Ce qui est normal. Mais on l'assume pleinement parce que nous, on savait le justifier. Alors, pour être tout à fait honnête, dans le plan d'affaires qu'on avait construit, on espérait la courbe était positive. Elle a toujours été positive jusqu'en 2020, d'évolution du chiffre d'affaires et d'évolution des résultats. Alors toujours sur des résultats négatifs qui se réduisaient. Mais on pensait pouvoir atteindre le point d'équilibre à partir de 2017-2018. C'était à peu près la cible qu'on avait fixée par rapport à ce qu'on avait tiré d'Unilever. Malheureusement, on ne l'avait pas atteint. Il a fallu qu'on trouve d'autres ressorts, avec dans le monde de l'économie sociale et solidaire des mutuelles qui sont venues nous soutenir, qui ont pris des titres participatifs dans l'entreprise, qui ont racheté les bâtiments et les terrains. On a lancé une campagne de sociofinancement. Les coopérateurs ont remis au capital pour qu'on puisse passer la période 2017-2018 plus facilement. Et puis 2020, on arrive à notre premier résultat positif avec un chiffre d'affaires à 4,2 millions et un résultat positif de 200 000 euros. Bon, malheureusement, 2020, vous savez tout ce qui s'est passé. Et depuis, régression. Malgré ça, on a quand même maintenu des résultats positifs ou proches de l'équilibre, avec des résultats exceptionnels qui se sont réglés. Alors, là, c'est trop compliqué de l'expliquer, mais avec les négociations qu'on a eues sur la vente des bâtiments et des terrains, des annulations de dettes, qu'on a pu rester sur les résultats positifs. Et 2024, on a été sur un gros rebond. On fait notre meilleur chiffre d'affaires. On est monté à 4 millions, un peu moins de 4 millions de un de nos meilleurs chiffres d'affaires, parce que ça reste toujours quand même 2020 le meilleur chiffre d'affaires. On pensait pouvoir être à l'équilibre dès 2024, malheureusement ça n'a pas été le cas. La répartie et l'explication elle est simple, hein, et c'est le message qu'il faut qu'on donne surtout. L'activité qu'on a mis en place dans l'entreprise, parce que c'est un site industriel, il fallait des volumes. Donc on propose nos services à des marques blanches, donc on travaille pour les marques blanches. Et aujourd'hui, on a un déséquilibre trop important entre les marques blanches en activité et la marque 1336. En même temps qu'on a les marques blanches, c'est c'est des marques distributeurs, mais pas que. C'est aussi par exemple une coopérative comme Etikable, la Scope Etikable, qui est une coopérative comme nous. Et là, on a un travail entre 3 coopératives. Une coopérative qui est dans le centre de la France qui s'appelle la Sicarapam, qui fait la culture, la cueillette sauvage de certaines plantes, la coupe, le mélange des produits. Nous, on fait ici l'homogénéisation du produit, le conditionnement sous la marque Paysan d'ici, et Etikable commercialise dans des différents réseaux sous la marque Paysan d'ici. Donc ça, c'est ce genre d'activité qu'on fait. Okay. On travaille aussi pour d'autres sociétés de la grande distribution, mais aussi des sociétés comme un peu plus une fondation, par exemple, une fondation qui s'appelle Onkoti, pour qui on fait une référence. Une seule référence, donc c'est un peu confidentiel, mais c'est ce genre de travail qu'on fait. Donc tout ça, ça se regroupe dans ce que nous on appelle l'activité marque distributeur. La répartition de notre chiffre d'affaires sur 2024, elle est à 72% sur ce marché-là et 28% sur notre marque. Parce qu'en même temps qu'on a progressé considérablement en 2024 sur ce réseau-là, on a en même temps baissé sur 1336. D'accord, et c'est ça l'enjeu pourtant. L'enjeu aujourd'hui, il est tourné sur 1336. Il faut vraiment que alors pas rétablir l'équilibre, mais ce qu'on a sur l'activité marque blanche qui est lié à ce qu'on fait depuis 2010, hein, je pense que depuis 2014, pardon, on s'est positionné sur ce marché-là. On pensait qu'on allait avoir une bonne écoute parce que on avait la chance sur ce marché-là qu'il y avait une seule entreprise en France qui proposait ses services à la grande distribution. Et donc, alors que dans d'autres domaines, dans d'autres circuits, enfin, dans d'autres produits, ils ont une vingtaine de concurrents qui mettent en concurrence, entreprises qui mettent en concurrence. Là, on était en y allant là-dessus, on savait qu'on allait avoir une bonne écoute pour justement mettre de la concurrence au principal. Et on s'est pas trompé parce qu'il avait 80% du marché à l'époque. Donc nous, on a pris qu'un tout petit peu. On n'a pas besoin de plus. Mais donc du coup là-dessus, au départ, on savait qu'on avait bien été écouté, ce qui a été le cas. Dès 2015, on signe un premier contrat. Mais surtout, comme on fait bien le travail, on est maintenant reconnu dans le domaine. Du coup, on a été en forte progression et aujourd'hui, on a un marché qui est pour nous, pour Scopti, qu'on cherche pas à développer plus, qu'on cherche à optimiser.
voilà, on a le volume qu'il nous faut. Par contre, dans le même temps, et notamment depuis la crise sanitaire, depuis 2020, on a vu un recul sur notre marque 1336 qui a été en progression constante jusqu'en 2020 et lié à plein d'explications. Une, par exemple, on a un réseau de distribution qui échappe complètement à la grande distribution de par notre histoire. Ouais. Le milieu associatif, les comités d'entreprise, les partis politiques, les syndicats qui ont pas comme vocation première de vendre du thé, mais vu notre histoire, dans leurs locaux, ils laissent une petite place pour vendre les produits à leurs adhérents de 1336. Ça, quand on arrive début mars 2020, c'est tombé à zéro complet. D'accord. Ce qui s'explique puisque ceux qui avaient les associations, je sais pas, un club de volleyball par exemple, parce qu'on a le cas, un club de volleyball qui pouvait plus accueillir les sportifs pour faire du volley, ils allaient pas vendre du thé alors que plus personne venait à la salle. Donc, mais ça a été flagrant. Du jour au lendemain, plus rien. Et jusqu'à fin 2020, c'est resté quasiment à zéro. D'accord. Ça a commencé à reprendre, on commence à reprendre un rythme, on va dire un peu plus en adéquation avec ce qu'on avait jusqu'en 2020, mais ça reste faible. Là, on a été stoppé dans notre élan par rapport à ça. Donc là, c'est un marché qu'il faut qu'on continue à développer. Et aussi, on voit bien une tendance importante, et tous font pareil dans la grande distribution, où et pas que sur le thé, dans tous les rayons, ils font la part belle à leur marque à eux. Et donc, comme les rayons sont pas extensibles, pour mettre les marques, plus de marques distributeurs dans les rayons, faut faire de la place. Et malheureusement, c'est pas Lipton ou Twinning ou Tetley qu'ils enlèvent, c'est plutôt des petites marques. Ce sont des tels accords avec justement toutes les marques Unilever. Exactement. Voilà. Et ça marche. Tout à l'heure, on va faire un point sur justement tout ce qui peut être fait aujourd'hui pour participer à ça, parce qu'en fait, 1336, il y a un côté aussi où moi, je suis peut-être pas salarié de 1336, mais moi, ça fait partie. Pour moi, c'est mon usine aussi, quoi. Voilà. Donc, il y a plein de moyens d'y travailler sans être forcément un salarié. On va faire un point là-dessus. Je vais revenir juste un tout petit peu en arrière sur ce que ça a changé pour un travailleur qui s'est retrouvé en responsabilité dans 1336 par rapport à un job qu'on fait chez un employeur quelconque. Est-ce qu'il y a eu des caractéristiques particulières? Je vais aiguiller un peu le truc. Là, quand je vous écoute, moi, je pourrais me dire, je pourrais te demander ton diplôme de HEC, là. Tu vois, t'as fait quoi comme étude t'as fait une business school? Non. On entend parler un technicien qui en fait est capable de faire, qui fait un truc assez extra. Enfin, un technicien, je veux dire, en termes de diplôme, parce que justement, c'est très artificiel, tout ça. Qu'est-ce que ça a pu changer un peu chez pas mal de travailleurs ici? La question est pertinente, parce que justement, on s'est posé cette question-là quand on est sorti du conflit. On a fait payer tout ce qu'on pouvait faire payer à Unilever, on l'a fait payer, et notamment quand on sort du conflit, nous les représentants du personnel qui ont été les derniers à être licenciés parce que l'inspecteur du travail refusait les licenciements, etc. Donc on a mis en place un plan social qui aurait été complètement un plan de sabordage de l'emploi qui aurait été complètement annulé par l'administration si on n'avait pas signé un accord de fin de conflit. Mais donc du coup, nous, comme on voulait pas leur faire l'économie, on l'a validé, et dedans il y avait de la formation dans le cadre du congé de remplacement. Et donc Gérard et moi, on est parti faire une formation de dirigeant d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, un DES à Montpellier sur 2 ans. Ce qui fait qu'on sort avec, moi je suis sorti de l'école avec un CAP, un BEP, et j'ai fini carrière avec un bac+5, puisque le niveau DES c'est bac+5. Donc voilà, donc c'est un petit peu aussi ça. Alors on l'a pas fait pour ça, ça a été surtout, c'est pas le diplôme qu'on allait chercher, c'est surtout la formation et l'expérience partagée. Ce diplôme-là permet, ce type de formation permet une formation sur 2 ans avec des gens qui sont du secteur de l'économie sociale et solidaire. Dans notre promotion, il y avait que des mutuelles, des coopératives, des associations. Donc voilà, c'était vraiment que des gens de l'économie sociale et solidaire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, nous on a commencé avec Coeptis, qui après Coeptis a été absorbé par l'IRTS, et on était la 6e promotion, si je me trompe pas, ou la 8e, je sais plus, du diplôme à Montpellier du DES. Et assez rapidement, là, on a commencé à se rendre compte de l'impact que la lutte avait eu au niveau national, parce que c'est des gens qu'on connaissait pas, quand la promotion, on était 22 dans la promotion. Assez rapidement, ils ont décidé
les stagiaires, de rebaptiser la formation, au lieu de s'appeler la P6, on s'est appelé la P1336. Voilà. Et d'ailleurs, tous, dans leur présentation de mémoire, ils ont tous présenté DES de l'économie sociale P1336. P1336, excellent. Donc voilà, donc c'est pour la petite histoire, c'est pour la formation. Ouais, encore un petit point là-dessus, mais on reprend le fil après sur les travailleurs. Est-ce que justement, dans votre ressenti, nous on a un circuit français aujourd'hui en gros qui va prendre des gens, les mettre complètement dans un monde un peu parallèle qu'est l'école, qui est voilà, et donc ils sortent des fois donc à 25 ans pour les plus tardifs avec leur diplôme. Mais ça manque de vécu, de concret. Est-ce que justement d'avoir vécu, comme tu dis, t'as fait un CAP, un BEP, t'as bossé dans des entreprises, t'as vécu plein de choses, et c'était à ce moment-là quand vous avez fait ces études, est-ce que pour le dire différemment, si vous aviez fait ce truc-là au tout début, à 18 ans, est-ce que ça aurait eu le même impact que quand vous l'avez fait en formation continue, à l'âge adulte, en ayant vécu tout ce que vous avez déjà vécu? Ah non, pas du tout. Je ne serais même pas venu l'idée. Je pense que non. Donc, moi, le parcours que j'ai, moi j'ai fait la même formation qu'Olivier, mais je suis pas allé jusqu'au bout du master. Parce que j'étais proche de la retraite aussi, donc voilà, c'est pas ce qui m'intéressait, quoi. J'ai fait la formation pour avoir des codes un petit peu pour l'entreprise, mais le diplôme, c'est pas ce qui m'intéressait, voilà. Et donc moi j'ai arrêté, j'ai pas présenté mon master. D'ailleurs à ce propos, Gérard, c'est l'exemple type du retraité dont c'est quand même assez facile de voir que c'est toujours un travailleur, que c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'est plus un travailleur, c'est jusqu'à la fin. Moi je dis, parce que moi aussi maintenant je l'ai rejoint à la retraite, il est beaucoup plus vieux que moi, ça se voit, il y a longtemps qu'il y est, mais moi je l'ai rejoint depuis bientôt 1 an, ça fera 1 an au mois de juillet, mais avant quand on me demande, je dis je suis un retraité actif. Voilà, c'est ça. En fait, quand beaucoup de journalistes à la fin du conflit nous disaient qu'est-ce que ça vous a changé dans votre vie, parce que vous étiez donc ouvrier et maintenant vous êtes patron. Donc, c'était provocateur parce que nous on dit on n'est pas patron, on est coopérateur. C'est ça. Moi je répondais chaque fois que ça n'a rien changé dans ma vie. En tant que syndicaliste, je prenais mes responsabilités. En tant que président, je continue à prendre mes responsabilités. Moi, il n'y a rien qui a changé dans ma vie, quoi. C'est fou que les gens se projettent en disant ouais, maintenant tu es patron, tu as changé ta vie. Non, moi j'ai rien changé du tout dans ma vie. Ouais. Après, et plus généralement pour l'ensemble des coopérateurs, par rapport à la question initiale, ce qui change beaucoup, c'est qu'on a 2 casquettes. On a la casquette pour ceux qui sont salariés. Donc moi j'y étais, j'y suis plus. Maintenant je suis en retraite. Gérard, lui, il n'a pas passé le cap salarié de Scopti puisque entre le congé de reclassement et après derrière. Il n'a pas eu, entre guillemets, besoin des salariés pour avoir l'ensemble de ces trimestres pour pouvoir faire le droit à la retraite. On a eu le même parcours que les salariés. C'est-à-dire que nous, étant salariés protégés, on a été licenciés à la fin, après tout le monde, sauf qu'on a suivi le même parcours. C'est-à-dire qu'on est passé par le congé de reclassement et on est passé par Pôle emploi. Okay. Moi, en fait, j'étais à Pôle emploi quand j'avais les conditions de partir en retraite et j'ai basculé en retraite. Voilà. J'étais jamais embauché dans Scopti, c'est ce que je regrette un petit peu quand même. Ouais, mais c'est bien aussi. C'est comme ça qu'il faut utiliser tous les leviers. Mais donc, on n'a pas eu de passe-droit, quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais. Voire même moins. Même moins, oui, parce qu'en fait, on a créé les conditions pendant la lutte, parce que c'est ce qui nous avait, dès le départ, alors, certains dans les militants disent que on a lutté un petit peu de manière, je sais pas si c'est le bon terme, mais nous on voulait protéger le côté financier. On voulait que personne sorte du conflit sans pour des raisons économiques, pour des raisons de décision personnelle, de vie, etc. Oui, mais pas pour des raisons économiques. Donc on a créé les conditions que les salariés ne perdent pas d'argent. Et donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, il y a eu des périodes où on avait eu des retenues de salaire. Avec la caisse de solidarité, les gens, ceux qui avaient besoin parce qu'ils avaient prenaient dedans. Et d'ailleurs, comme finalement, au bout du compte, on a gagné tout. Et on a gagné nous, on a été une fois 2 mois sans salaire et une autre fois 4 mois et demi. À la fin, on leur a imposé de payer ces salaires-là. Donc, au bout du compte, personne n'a perdu. Ouais. Et donc ceux qui avaient pris dans la caisse pour pouvoir tenir sur cette période-là de solidarité, ils ont remis l'argent dans la caisse, ce qui a été un pactole dès le départ pour l'association qu'on a créée, Fra Liberté, pour démarrer. Mais pour revenir sur le côté la question sur comment on a géré et pas de passe-droit. Donc l'ensemble des salariés à un moment donné ont été licenciés 2 fois, réintégrés 2 fois, enfin, 1 fois, et la 2e fois, bon c'est technique, mais alors que le tribunal nous avait donné raison,
l'annulation du plan social, ils n'avaient pas le droit de licencier, les gens avaient basculé dans un congé de reclassement, Unilever avait coupé les vifs du congé de reclassement, ce qui fait qu'ils étaient, et refusé de les réintégrer. Ce qui fait qu'ils étaient, la justice avait dit annulation du plan social, mais il n'y avait pas de nouveau qui se mettait en place. Eux, ils étaient plus en congé de reclassement, plus salariés de Fralib, nulle part. Donc du coup, là, il a fallu innover. Et on a, pour justement qu'il n'y ait pas de rupture de salaire, les gens les a fait rentrer, enfin, en discutant avec le Pôle emploi. En fait, ils ont eu une période où ils ont été demandeurs d'emploi, rémunérés par Pôle emploi sans être demandeurs d'emploi. De fou quand même. Hein. Donc, il n'y a jamais eu de rupture de salaire pour tout le monde. Et quand les premiers qui rentrent en salarié Scopti, on a fait en sorte qu'ils terminent Pôle emploi. Donc, ils n'ont pas eu de carence quand ils sont passés de congé de reclassement à Pôle emploi, et pas de carence au niveau de Pôle emploi à rentrer Scopti. Ce qui n'a pas été notre cas à nous. 6 mois. Puisque nous, comme on a été licenciés après, on a eu entre 4 mois et demi et 6 mois de carence, ce qui nous empêchait pas d'être là tous les jours. Voilà. Mais bon, voilà, c'est le sacrifice. C'est un sacrifice, ça s'est fait comme ça, et puis on va pas voilà, Alors ça enrichit justement votre le travail quelque part, mais l'expérience du travail, mais cette fois réappropriée un petit peu. Il y a aussi sans doute des moments qui sont voilà, ça impose une gestion, donc cette responsabilité d'imposer des choses. Mais je crois aussi que ça enrichit la vie de pas mal d'entre vous. Parce que comme je crois j'ai entendu dire ça, c'est à vous, on peut plus vous le retirer, vous l'avez fait quoi. Et donc ça a donné naissance aussi à d'autres choses que en extérieur. Je sais pas, comme ça ce qui me vient, c'est peut-être le théâtre ou des choses comme ça. Peut-être un petit mot là-dessus. Il faut pas exagérer non plus. Il n'y a pas tous la même conscience. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc mais c'est bien de le préciser, justement, c'est bien de le dire. Les problèmes, pas d'obligation. Des problèmes qu'on traînait pendant la lutte aussi, parce qu'il y avait des accroches en disant toi tu n'as pas lutté comme moi, tu es que de là 2 jours par semaine, moi je suis là toute la semaine. Tout ce débat-là qu'on avait à l'époque, il existe toujours un petit peu aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Donc voilà, il y a, comme a dit Olivier, il y a 2 casquettes. Hein. On a la casquette salariée avec un contrat de travail comme une entreprise normale. Hein. Et de l'autre côté, on a la casquette coopérateur. Et pour moi, la casquette coopérateur, c'est plus dans mon esprit, peut-être que c'est une déformation, mais c'est plus la casquette militant. Et ça, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Ça. Et donc il y en a qui viennent comme un travailleur, voilà, il fait ses heures, et il s'en va quand c'est fini, quoi. Ils mettent jamais ou très peu la casquette. Quand il y a besoin, ben on les trouve pas. Donc ça existe aussi. Hein, c'est ça. Voilà, il faut pas. C'est important à savoir parce que je me souviens moi d'expérience où il m'arrivait de parler de ces choses-là, et puis peut-être maladroitement, je commençais en disant attention, faire ça, on n'est pas en train de, c'est pas le paradis, ça va être dur, on va avancer, on sera fier de ce qu'on a fait, mais ça va être dur. Et tout de suite des gens qui disent ah non si c'est compliqué, on n'y va pas. Oui, mais en fait, il faut s'appuyer pour des plus conscients, comme pendant la lutte, c'est pareil. C'est ça. Il faut s'appuyer pour les plus conscients pour avancer. Parce que si on attend que tout le monde avance au même rythme, c'est pas possible. Et ça évolue. Après, c'est jamais, il n'y a jamais rien de figé dans la vie. Bien sûr. Donc on apprend à tout âge, on apprend. Donc moi je reste, je suis un éternel optimiste. Moi, pendant la lutte, j'employais toujours ce terme-là avec ceux qui disaient qu'on n'était pas assez, que certains faisaient pas. Moi, je regardais plutôt le verre. Je leur disais même pas à moitié. Je leur disais le verre. Regardons le verre 3/4 plein et regardons pas le quart qui est vide. Et donc moi je suis plutôt dans ce sens-là, et oui, même si aujourd'hui c'est une réalité, on va pas le cacher, on a, comme le dit Gérard, on a des salariés qui sont coopérateurs, qui viennent travailler à Scopti comme ils venaient travailler à Fralib. Pas plus, pas moins, voire peut-être même moins, parce que du coup il y a plus de liberté et ils ont moins de pression là-dessus. Donc oui, c'est une minorité, mais ça existe. Alors, là où c'est problématique, c'est que du coup ceux qui sont plus investis peuvent avoir une forme de découragement à un moment donné parce que certains font pas. Moi, ce que je dis aussi, là, pareil, moi, j'ai été éduqué de cette manière-là. Moi, quand dans la vie, de tout ce que j'ai touché, je regarde toujours ce qui est bien, ce qui fait bien, et j'essaye de recopier ou de faire comme celui qui fait bien, pas comme celui qui fait mal. Voilà, moi, j'ai fait du foot pendant une grande partie de ma vie. Voilà, quand je voulais travailler ma frappe de balle, je regardais celui qui frappait bien dans le ballon, pas celui qui avait les pieds carrés. C'est ça, ouais. Voilà, donc et ça on peut le répéter sur plein de choses. Si on est un petit peu bricoleur dans sa maison et qu'on veut bricoler, quand on commence à se mettre dans la bricole,
eh ben on va prendre son copain qu'on sait qu'il bricole bien, on va prendre celui qui, même si on l'aime bien, mais qui a pas les mains de bricoleur. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut avancer dans la vie et pas regarder. Et puis après, je pense, comme je disais, c'est jamais fermé. Aujourd'hui, il peut y en avoir, et il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont pas dans ce niveau, mais peut-être dans 2 ou 3 ans, on revient ici, puis ça sera peut-être eux qui seront à l'initiative, qui auront pris le relais pour différentes raisons, parce que ça bouge, pour un événement qui te fait, oui, dans l'autre sens, c'est aussi possible. Dans l'autre sens, c'est possible. C'est vivant, hein. Voilà, il n'y a jamais rien de figé, mais en plus c'est bien, quoi. Si tout le monde était pareil, et que ça veut dire qu'on serait des clones, ce serait pas terrible, hein. C'est pas terrible, ouais. Voilà. Sur le dernier point là-dessus, c'est justement l'enrichissement, la fierté que vous avez pu porter. Voilà, comment ça se matérialise vis-à-vis de l'extérieur, parce que là on a parlé un peu de ce qui se passe à l'intérieur, mais vis-à-vis de l'extérieur, je sais qu'il y a certains parmi vous qui voilà, c'est une expérience de vie et moi j'aimerais bien que des gens prennent conscience que certaines luttes peuvent être difficiles, mais si on arrive à les mener à bout, derrière après, moi, quand je suis amené à intervenir, alors on est souvent sollicité dans le monde universitaire pour parler que ce soit de la lutte, de la coopérative, notre modèle économique, etc. Mais aussi dans les congrès, dans des associations, etc. La semaine dernière, j'étais à la Crespaca pour un tour de table avec d'autres coopératives, avec la CPMM qui était avec moi pour expliquer comment fonctionnait, etc., notre histoire. Donc moi j'essaye toujours, alors on rentre pas non plus complètement dans tous les détails, mais d'être le plus objectif possible et pas vendre le bout des bisounours, dire aussi les difficultés qu'il y a et que c'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai que surtout quand on est dans le réseau militant, c'est systématiquement on est vu comme les héros, et des fois quand on sait nous les difficultés qu'on a en interne et que on n'a pas un collectif il n'y a pas 58 chez Guevara là ici, hein, c'est pas parce qu'on a lutté pendant 4 ans qu'on est, non, c'est pas ça, il y a un collectif avec des qui font plus que d'autres, des qui sont, comme le disait Gérard, la conscience est plus éveillée que d'autres. La signature de 1336, c'est éveille les consciences, réveille les papilles. Moi je leur dis souvent, pour certains éveiller les consciences, je cherche, parce que je les ai pas vus beaucoup éveillés. Oui. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc de l'extérieur, oui, on a toujours, enfin moi très régulièrement, presque ça, c'est un peu, on a envie de rétablir l'équilibre, de dire attendez, calmez-vous, c'est pas si simple que ça. Quoi. Oui, c'est bien ce qu'on a fait. On sait qu'on est. D'ailleurs, notre avocat nous dit toujours comme ça, on a l'obligation de réussite. Voilà, parce que on a toujours le contact avec l'avocat qui nous a grandement aidé à gagner ce qu'on a gagné contre Unilever. Et donc lui, voilà, il dit vous avez un devoir de réussite parce que ce que vous avez gagné contre Unilever, tout le monde vous regarde, quoi. C'est ça. Alors je pense que cette victoire-là, même y compris celle-là, ça y est, quoi, on l'a gagnée. Si demain, évidemment, on fait tout pour y arriver, si demain ça devait s'arrêter, le camp d'en face, il pourra pas dire, voyez, des ouvriers peuvent pas faire tourner l'entreprise. Ça fait 10 ans qu'on le fait. Voilà. Donc, certes, c'est compliqué, c'est difficile, mais on a fait la démonstration que c'est possible. Donc, et d'ailleurs, d'autres l'ont fait depuis, hein, la CPMM, la Fabrique du Sud à Carcassonne. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qui se sont faits depuis. Et qui, entre guillemets, peut-être, on a servi d'exemple. Moi, je dirais même qu'on a une certaine responsabilité de pouvoir faire perdurer cette entreprise, parce que vu comment on est vu par l'extérieur, ça nous oblige. C'est ça. Ça nous oblige à conserver, à améliorer et à pérenniser. Parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable comment on nous voit à l'extérieur. On n'est pas des héros, nous, on ne se considère pas comme des héros, mais pour certaines personnes, c'est vraiment, c'est clair que tenir 1336 jours, 3 ans et 8 mois, c'est beaucoup nous demandent comment on a fait. Même nous, des fois, on ne sait pas comment on a fait, hein, c'est clair. Mais voilà, donc il y a des concours circonstances qui ont fait qu'on y est arrivé. Je pense quand même que pourquoi on y est arrivé, c'est parce qu'on avait une base syndicale dans l'entreprise, de classe et de lutte, de tout temps. Hein. Moi, je suis rentré à l'entreprise en 81, j'ai toujours connu cette combativité syndicale et on l'a maintenue avec les années. Et je pense que ça, c'est la base
pour arriver à obtenir la victoire qu'on a obtenue, parce qu'on avait une base syndicale sur des bases de classe et de lutte. Ensuite, on a aussi fait fonctionner l'intelligence collective, puisqu'on a travaillé avec les structures de la CGT, hein, puisque c'est quand même une usine CGT, qu'on le veuille ou non. Hein. Voilà, bon, la victoire, c'est la CGT qui l'a obtenue. Hein. Et donc, ça nous a permis de monter ce projet alternatif, de le construire, en même temps de lutter contre la fermeture, qui n'était pas juste, ni économiquement, ni socialement, qu'on avait des revendications de haut niveau, puisque quand on réclamait la marque éléphant, c'était pas une utopie, c'était quelque chose que Unilever avait fait dans le passé, parce que quand ils ont vendu Roaco, à l'époque, Unilever avait racheté le groupe Best Food, qui est un groupe américain, où à l'intérieur il y avait la marque Knorr. Et nous, on avait dans Pralib la marque Roaco de soupe. Et la Commission européenne a considéré qu'ils étaient un monopole, et donc il fallait qu'ils vendent soit Knorr, soit Roaco. Et Unilever a vendu Roaco, puis c'était le plus petit en plus. Et quand ils ont vendu Roaco, ils ont mis un repreneur, dans le thé en plus, un russe. Ils leur ont donné l'usine, des machines, une marque de thé qui s'appelle Compagnie Coloniale, qui existe toujours aujourd'hui, et de la sous-traitance pendant 4 ou 5 ans. Donc c'est pas utopique ce qu'on demandait, la marque éléphant. Nous on considérait que c'était un patrimoine régional qui est né à Marseille en plus, avec 130 ans d'existence en 1896. Donc on considérait que des générations et des générations de travailleurs ont fait sa notoriété et qu'elle devait nous revenir. Parce qu'en plus, cette marque-là était fabriquée ici et vendue qu'aux consommateurs français. Alors aujourd'hui, elle a été délocalisée en Pologne, mais elle est vendue qu'aux consommateurs français. C'est ça. Donc c'était. Enfin, aujourd'hui, c'est une usurpation. Hein. Voilà. Donc on considérait qu'elle devait nous revenir. Et donc je pense que c'était pas quelque chose utopique, parce que Unilever l'avait déjà fait dans le passé. Donc voilà, c'est. Alors, on a un peu touché une transition là, parce qu'il y a justement maintenant comment les. On va voir deux choses. Hein. En premier, c'est du coup qu'est-ce qui peut être fait pour aider la consommation des produits, le sociofinancement, tout ça. Et puis après, un autre point un peu plus au-delà, c'est qu'est-ce qui manque, par exemple, comme type d'organisation de financement, ou comme qu'est-ce qu'il faudrait vraiment d'autre, un peu, je vais pas partir dans l'utopie, mais qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour que il y ait des meilleures conditions pour que ça se développe. Voilà. C'est qu'on ait des moyens financiers pour avoir une force de vente interne, ce qu'on n'a pas. Donc ça c'est le problème. Tu veux dire des commerciaux, c'est ça? Oui. Ouais. Depuis le début, c'est notre souci principal. Nous on n'avait pas des commerciaux. Alors ok, on commence par ce point-là. Donc développer une autonomie commerciale. C'est indispensable, mais aujourd'hui on n'a pas les moyens financiers pour le faire. Ça coûte trop cher. Et donc on a pris l'option de travailler avec des multicartes, puisqu'on avait, c'était le plus économique. Et on s'aperçoit bien que depuis 10 ans, les multicartes, ils ont plusieurs cartes, comme c'est le cas, et ils ont des cartes qui leur rapportent beaucoup plus que la nôtre, et donc ils nous négligent, et on ne peut pas mesurer le travail qu'ils font sur notre marque, et on ne sait pas le mesurer. Ils font ce qu'ils veulent, et des fois ils font rien. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui nous mine depuis le début, et c'est malheureusement les moyens financiers qui nous manquent là-dessus. Justement, sur les moyens financiers, c'est les obstacles que ce système-là, tel qu'il est organisé aujourd'hui, qu'est-ce que vous rencontrez concrètement comme obstacle? Ce qu'il faudrait, nous on l'a vécu concrètement en 2017-2018, alors qu'en plus, alors qu'on avait encore des capitaux dans les banques, nous on a choisi, c'était le conseil que nous faisait, et c'est logique, de travailler avec les banques coopératives. Et nous, ce qu'on regrette, alors maintenant ça s'est corrigé, parce que maintenant ça fait 10 ans, ils nous regardent un petit peu, mais ce qu'on voit bien, c'est que, alors pas au niveau régional, je pense que les contacts qu'on avait au niveau régional, ils avaient vite compris, ils avaient compris comment fonctionner, mais dès l'instant qu'on a présenté un résultat financier à 1,8 million de chiffre d'affaires, moins 1,4 million, les tableurs Excel que les banques ont l'habitude d'utiliser, même y compris les banques coopératives, ça rentrait pas dedans. Et là, moi, je pense que c'est ce qui manque.
dans des projets comme le nôtre, mais c'est que il faudrait que ces fameuses banques coopératives, ceux qui sont sur des valeurs humaines, bah voilà, ça soit pas un tableur Excel qui décide du financement de l'entreprise ou pas. Et d'ailleurs, l'histoire nous donne raison. En 2017, quand on a cette problématique-là avec eux, où ils veulent pas nous prêter, on demandait 400 000 euros. 400 000 euros. Les machines, à elles toutes seules, ils avaient une valeur vénale de 7 millions d'euros. Vous avez été cédé à l'euro symbolique. On demandait 400 000 euros. La BPI garantissait tous les prêts qu'on a faisait à 70%. Okay. Donc au pire, ils perdaient à 30% des 400 000 euros. Des 400 000, et hein. sur les 400 000, les deux banques en ont pris moitié-moitié. C'est-à-dire que chaque banque prenait 200 000 euros et 30% des 200 000 euros. Donc ça doit faire... donc zéro risque pour le banquier. Hein. Bah ouais, c'est 60 000 euros quoi. Et voilà, entre les actifs qu'il y a derrière le... Aucun risque, aucun risque. Et d'ailleurs, lorsqu'on a réussi finalement, à force de se battre et puis de donner des arguments, d'obtenir avec les deux banques, etc., on a mis 5 ans pour rembourser, on n'a jamais loupé une seule mensualité. Donc on a tout remboursé. Et donc moi ce que je regrette, c'est que parce que ça aurait pu nous être fatal. Et d'ailleurs ça a créé, on a mis plus d'1 an à avoir ce crédit-là. Pendant ce temps-là, bah, du coup, comme il fallait qu'on continue à travailler, on prenait dans la trésorerie, à un moment donné, ça nous a mis en difficulté. Donc je pense que si à ce moment-là, il y avait eu une réflexion plus humaine dans la gestion du projet, de regarder non pas simplement, encore une fois, le tableur Excel avec la sortie, mais de regarder plus largement le projet, je pense que c'était de bon sens de dire, voilà, ce projet-là, il faut le faire, et on va les aider, et on va accompagner, et on va faire en sorte que financièrement, ça tienne. De telle sorte qu'à un moment donné, bah, quand l'entreprise sera rentable, bah, du coup, y compris la banque coopérative, va y trouver ses avantages. Bon, c'est pas ce qui a été fait, malheureusement. Voilà, moi, ce que je regrette, c'est que, y compris, et je continue à le dire, ils aiment pas, parce que dans le monde de l'économie sociale, j'en ai souvent, mais je leur dis parce que c'est qu'on a vécu, voilà, ils ont pour certaines que le côté coopératif de nom et fonctionne. Alors, je vais peut-être tempérer un tout petit peu, parce que maintenant, avec le, je comprends qu'on ne fait pas n'importe quoi et sinon ça serait vite la banque deviendrait, ce type de banque aurait forcément vite fait des difficultés financières, mais entre ne pas faire n'importe quoi et pas de jeter l'argent par la fenêtre et avoir eu le comportement qu'ils ont eu avec nous, je pense que il y a un juste milieu à établir. Qui continue à regarder, à être rigoureux sur la gestion de l'argent, oui, mais après à un moment donné ils peuvent pas traiter les dossiers. Moi j'ai eu le sentiment qu'on aurait été à la BNP ou à la Société Générale, c'était la même chose. C'est pas normal. Voilà. Moi je pense, si on est au crédit coopératif ou au crédit mutuel, c'est une bonne raison. On sera jamais à la Société Générale ou à la BNP. Mais donc il faut que ça se justifie aussi dans leur comportement. Moi je pense que personne ne croyait qu'on allait y arriver. Hein. Je pense que personne ne croyait au dossier et au projet. Parce que quand on est allé mettre les 3 millions d'euros... Alors c'est peut-être chez les financeurs, mais... Parmi les gens comme moi, il y en avait quelques-uns qui y croyaient. Non, mais je parle en général. Je parle bien pas sûr, des financeurs. Je parle en général, personne aurait parié sur nous. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Mais quand on est allé quand même mettre les 3 millions d'euros, ils les ont bien pris. Ils nous ont déroulé le tapis rouge. C'est ça. 2 heures ou 3 heures. S'ils ne croyaient pas à notre projet, il ne fallait pas qu'ils les prennent. C'est un peu l'idée, ouais. Je sais pas moi. Donc s'ils les ont pris, c'est qu'ils pensaient qu'on pouvait y arriver. Autrement, voilà, c'est du paix d'avance. Ouais, c'est ce qu'on avait dit à l'époque au directeur régional, c'est que quand il est venu et qu'il a pris le relais du conseiller parce qu'il avait validé le prêt et qu'ils ont repris la main au niveau national, nous on lui avait dit, mais quand on a mis les 3 millions d'euros, ça s'est passé en 2 heures, vous nous avez pas dit, parce qu'il parle comme ça, on parle de plan d'affaires, il parle de business plan. C'est ça. Ils savent pas utiliser la langue française comme il faut. Donc vous nous avez pas dit, quand on a mis les 3 millions, présentez-nous un business plan pour qu'on puisse prendre vos 3 millions. Vous avez payé 3 millions, vous avez fait fructifier, et voilà. Et là maintenant, parce qu'on a besoin de 400 000 euros, il faut qu'on présente un business plan et qu'on... Ça va pas, ça. Surtout qu'on avait encore plus d'1 million sur les comptes. Ouais, en plus. C'était simplement parce que le résultat était négatif, mais on avait l'explication. Enfin, c'est vite compréhensible. On a fait le choix de mettre les hommes et les femmes au cœur du projet, et pas simplement une règle comptable en se disant
pour être en positif tout de suite, on fait rentrer que 5-6 personnes. C'est pas ce qu'on a fait. Alors, oui, vas-y. D'ailleurs, même les politiques, ils ne croyaient pas, hein. Oui. Même s'ils nous ont soutenus. Alors après, j'ai un exemple. Faut préciser, je perds pas son truc, faut préciser qu'au moment des luttes, la région, pour le coup, pour les autres, je sais pas, mais pour la région, elle est timidement à gauche, c'est Vosel, voilà, et que aujourd'hui, ça a quand même pas mal changé, hein, c'est pas du tout le même camp. Mais vas-y. Où Hollande est quand même passé. Tout à fait, ouais. Et Hollande, on l'avait rencontré à 3 reprises. Il était la première fois candidat aux primaires socialistes, donc il n'était pas encore candidat. Donc, et ce monsieur, il a quand même fait des déclarations sur nous. Son adversaire, c'était la finance à l'époque, je me rappelle. Et donc, il avait fait des déclarations en disant que avec lui, Unilever prend la marque et s'en va, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Donc, et puis quand il a été élu, le ministre du redressement productif, qui était Montebourg, est venu, sa première visite a été ici. Ouais. Et il a mis en place une médiation entre notre projet à nous de coopérative et le projet d'Unilever, qui s'était accoquiné avec un marchand de frites sur la zone pour contrecarrer notre projet, en gros. Même, je pense qu'il le finançait aussi. Donc Montebourg a mis la directe, la direction départementale du travail, pour analyser les projets. Et ce monsieur, au mois de juin, dans son cabinet, il nous convoque et il nous valide notre projet de scope. Donc il valide à Bercy. Et au mois d'octobre, il nous rencontre, il nous rappelle dans son cabinet encore à Bercy, où on ne savait pas, on arrive, il y avait la direction d'Unilever, et il nous dit clairement, arrêtez tout, prenez ce qu'il y a alors qu'il n'y avait rien. Si vous continuez, vous allez dans le mur, vous menez un combat d'arrière-garde, c'est ces mots. Hein. D'accord, le même Montebourg donc. Et si vous continuez, vous allez dans le mur. Voilà. Donc bon, nous, c'est une erreur, on est parti. On n'a pas demandé quoi que ce soit. Mais donc là, c'est quand même un revirement complet de sa position. Et il passe après les élections, il était même plus ministre, je crois. Hein. Non, mais même c'est les élections d'après, aux autres primaires d'après, quand en 2017, il vient faire le club de la presse à la Provence. Voilà, et donc le journaliste de la Provence me contacte pour me dire si je voulais poser une question à Montebourg. J'ai dit oui, si on va, je vais poser une question. Et je lui pose la question, comment se fait-il qu'au mois de juin 2012, vous validez notre projet de scope dans votre cabinet à Bercy, et qu'au mois d'octobre, vous nous convoquez à nouveau avec la direction du Unilever, où vous nous dites ça. Comment ça se fait, ce revirement? On n'a pas compris. Et sa réponse, c'est de dire, alors, félicitations, M. Cazorla, ils ont réussi, ici et là, il n'y a pas de souci, passez un peu l'éponge, mais vous savez, je ne croyais pas en leur projet. Voilà la réponse. Je ne pensais pas que vous gagneriez. Voilà, je ne pensais pas que vous gagneriez. Et comme Unilever mettait la pression, c'était incompréhensible son comportement, parce que Unilever mettait la pression, Polman, le fameux Polman qui lâchait 320 000 €, était venu, descendu de Rotterdam en France pour faire une interview au Figaro en disant que grosso modo, je caricature mais à peine, si le gouvernement continue à aider les Fralib, on a encore 2300 salariés en France avec 10 sites de production, on arrête les investissements en France, donc chantage à l'emploi. Et donc il a cédé au chantage à l'emploi. C'est pas ça pour le coup, parce que des fois les syndicalistes sont accusés de faire des prises d'otages, mais là c'est pas ça plutôt une prise d'otage. Il a eu peur à l'emploi. Mais ce qui est incohérent dans son positionnement de l'époque, et d'ailleurs c'est malheureusement encore de nouveau d'actualité, comme quoi ils n'ont pas pris les bonnes décisions, ce gouvernement-là à l'époque. Dans la même période, il y avait le conflit des Floranges. Oui. Avec Mittal, et là Montebourg avait eu un positionnement et en affrontement avec Hollande, ils n'étaient pas d'accord. Montebourg avait dit, pour les Mittal, on nationalise temporairement Mittal pour imposer à Mittal de venir négocier avec le syndicat. C'est ça. Bah nous, il aurait fait, d'ailleurs il avait dit quand il était candidat aux primaires, quand il vient ici en même temps qu'il était donc là contre Hollande aux primaires socialistes en 2011. Il vient ici, on le reçoit ici, on fait une visite, etc. On fait une conférence de presse. Le soir, il fait un meeting à Marseille. Dans son meeting, il dit les choses clairement comme ça. Le dossier Fralib, je fais deux choses. Je taxe Unilever puisqu'ils veulent aller en Pologne. Je taxe leurs produits à la frontière en retour à 200%, puisqu'ils veulent les vendre en France. Éléphant, ils produisent d'abord, ok, je vais taxer à 200% quand ça revient en France. Et il dit, je nationalise la marque Éléphant et je les indemnise à la hauteur ridicule qu'ils ont l'habitude d'indemniser les salariés. Voilà ce qu'il disait. Et donc là, dans notre dossier, si
quand on se voit en octobre, à l'automne 2012, avec Unilever, l'État et nous, s'il tient ce discours-là devant Unilever, ce jour-là, en septembre 2012, si je ne me trompe pas, s'il dit à Unilever, si vous négociez pas avec eux, je vais nationaliser la marque éléphant, même si techniquement c'est pas si simple que ça, mais simplement dans la posture il aurait eu ça, on signait l'accord de fin de conflit fin 2012. Il nous a fait perdre 2 ans. Et la direction d'Unilever nous l'a avoué. Le PDG d'Unilever, quand on signe l'accord de fin de conflit en mai 2014, à la fin, une fois qu'on avait signé, ils nous ont changé nos billets d'avion pour qu'on puisse repartir le lendemain parce que ça avait pris plus de temps. Bon bref. Et là, du coup, c'était signé. On discutait à bâton rompu comme ça dans leur cabinet d'avocats, les mêmes cabinets du MEDEF, avec Vivout, c'était le PDG de l'époque. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Dans l'ensemble, j'ai pas connaissance, mais après en même temps, s'il y en a qui à un moment donné subissent des pressions d'Unilever ou ont subi des pressions, ils ne vont pas nous le dire. Donc à un moment donné, on a eu, notamment une défiance. Tout à l'heure, je parlais des banques par rapport d'un point de vue économique. Comme ils font des cotations, vous êtes coté à la Banque de France, etc. Et ils regardent ça. Et donc, en fonction de comment vous êtes coté par rapport à vos résultats financiers, on vous accorde plus ou moins de souplesse au niveau des paiements. Et il y a pendant toute une période, non pas on payait au cul du camion, ce qui se passe souvent, on payait à la commande. Oui, carrément. Donc, comme sur certaines références en impression, ce qui coûte très cher financièrement. Ce qui coûte très cher en trésorerie. Des fois, sur des impressions d'enveloppes ou de boîtes, on a, moins les boîtes, mais les enveloppes, on a des délais de 6 à 8 semaines. Et il fallait payer à la commande d'un produit qu'on va recevoir 8 semaines plus tard et qu'on va, puisque des coups on commande en grande quantité, pour certains produits qu'on va utiliser que dans 1 an. C'est ça. Il faut une trésorerie de fou. Donc du coup, ça c'est un petit peu moins maintenant, on paye plus, ça arrive encore qu'on paye quasiment au cul du camion ou pas loin. Donc ça aussi d'un point de vue économique, on n'a pas les mêmes souplesses que peut avoir Unilever dans son mode de fonctionnement avec les fournisseurs. C'est ce qu'appelait, moi j'enseigne l'économie, j'ai toute une vie militante avant et j'en ai une après, mais c'est un sociologue, il avait appelé ça le super additum, et il disait c'est tout un ensemble de services qui sont pas toujours tous financiers, qu'on va offrir gratuitement à ceux dont on présume qu'ils sont pleins d'argent, et à l'inverse c'est tout un tas, donc le super additum se transforme en inverse, en super je te mets du moins quoi, pour des personnes dont on présupposerait que soit ils sont pas importants, peu puissants, et eux, au contraire on va leur créer tout un tas d'entraves, et donc et nous souvent on est confrontés à dépasser ces entraves pour pouvoir exister. Mais c'est vrai aussi dans la vie du citoyen. C'est ça, Alors lui il en parlait justement dans le cadre de la vie du citoyen, mais en réalité on le retrouve à nombreuses échelles. Tu vois bien avec le fonctionnement qu'ont aussi les banques avec les propos. Les agios, t'as entre guillemets, moi j'ai vécu ça au tout début de ma vie commune avec mon épouse. Des mois un peu difficiles. Après, heureusement, j'ai plus ce type de problème-là. Mais à chaque fois que ça m'est arrivé, parce que j'ai loupé un truc sur mes comptes et qu'on m'a mis des agios, un coup de téléphone, et j'ai appelé, il me le remettait. Par contre, celui qui est dans le rouge tous les mois, lui, on lui remet pas. On lui appuie sur la tête. Donc, ceux qui, entre guillemets, ont une aisance financière, je parle même pas de riches, là, simplement de jamais être dans le rouge, le jour où ils ont, pour être un oubli ou quelque chose ça, ils sont dans le rouge, eux on va les aider, on va remettre. Moi à chaque fois, là c'est arrivé la semaine, il y a pas longtemps, je vois sur mon compte, alors je reçois pas les chéquiers, 1,50 € de frais d'envoi de chéquiers. Mais les chéquiers c'est à la banque que je vais les chercher, puis en plus j'utilise quand même un peu de chèques, donc je n'avais pas. Les 1,50 €, ils me les ont remis. Une famille, un foyer qui est tout le temps dans le rouge, mais même les 1,50 €, ils ne lui remettent pas. Au contraire, même ils se remettent encore plus. Donc plus tu es en difficulté, plus on t'appuie sur la tête. Et plus tu en as, plus on te porte. Sur la distribution aussi, il y a bien sûr la grande distribution. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être toucher un mot sur la grande distribution, et est-ce qu'il y a d'autres réseaux que vous aimeriez toucher avant qu'on passe à tout ce que peut faire tout un chacun là, en regardant cette vidéo, en disant tiens on va regarder tout ce qu'on peut faire de la commande à tout ça. Et sur la distribution, et
et la grande distribution. En fait, nous, on a créé, je dirais, 3 circuits de distribution. Le circuit de distribution marque blanche, c'est-à-dire dans les distributeurs, la marque propre à nous, et le réseau militant, qu'on appelle militant, associatif militant. Et à ça, on a créé la vente en ligne. Et ce réseau-là, c'est un réseau qui est très important pour nous, parce que je pense que si on ne l'aurait pas fait, on ne serait déjà plus là. C'est clair. Donc, ça représente, je crois, dans les 25% de notre chiffre d'affaires des marques. Avant 2020, on était à 40% du chiffre d'affaires complet. Aujourd'hui, et 40% du chiffre d'affaires de la marque, pardon, et 20% du chiffre d'affaires général. Là, on est autour de à peu près, on est revenu à peu près même un peu moins, 15, entre 15 et 20%. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour nous, et ça permet aussi, donc c'est pour ça que l'association porte le site de vente en ligne, et on fait des initiatives aussi, où on est beaucoup sollicité par des congrès, notamment de la CGT, des initiatives faites par le parti, pour aller vendre les produits sur place, et aussi des débats, parce qu'on a un support de films, plusieurs films. Pendant la lutte, il y a eu 3 films qui ont été faits, plus des films étudiants. Il y a les films directs, et tout à l'heure on parlera justement du film de Stéphane Brisé là, sur En guerre, parce que il est très largement inspiré de votre truc, même si justement on fera une petite critique sur son film, parce que du coup je fais l'incisse tout de suite, c'est fait. Mais attention de simuler par le feu. Mais voilà, c'est fou de ne pas avoir utilisé votre fin à vous, et d'avoir pris celle-là qui est très noire, quoi. Exactement. Donc, pour la petite histoire, elle a failli être tournée ici. Ce film a failli être tourné ici. A failli être tourné là, ok. Parce que l'avocat, il y a un avocat, Ralph Bindower, nous avait chargé, disait, il avait demandé, comme ils ont fait des choses en commun, et il avait demandé d'essayer de trouver une usine, comme il savait qu'il était dans le monde ouvrier. Et donc il avait pensé à nous, on avait envoyé en fait il cherchait plus une usine de métallurgie avec des grosses machines, etc. Nous c'est plus mécanique en sachage, donc ça correspondait pas. Mais sinon il nous avait sollicité là-dessus. Oui, donc il y a eu plusieurs films qui ont été créés sur nous. Il y a eu une pièce de théâtre qui a été créée aussi par les salariés, qui raconte l'histoire, que je crois qu'ils sont pas loin des 80 représentations, quand même. Donc sur 10 ans, c'est pas mal, vu qu'ils travaillent aussi. C'est ça. Et on peut les faire déplacer, bien sûr. Voilà, ils vont aller à le week-end, parce que voilà. Oui, ils vont à Montpellier bientôt. On a un groupe de musique aussi qui s'est constitué. Donc voilà, tout ça fait que on est souvent demandé, sollicité, et à chaque fois, on porte des produits, on les vend au public et on raconte l'histoire ou on participe à des débats. En fait, vous êtes sur tous les champs. Vous êtes sur la lutte culturelle, la lutte économique principalement, et la lutte politique directement liée. Quand je raconte l'histoire, je dis toujours qu'on a mené 5 luttes à la fois. Je pense que je vais en rajouter le 6e, la lutte culturelle. La lutte syndicale, bien sûr. La lutte économique, avec les experts du comité, on a fait la démonstration que notre entreprise était viable et profitable, qu'il n'y avait pas de justification pour la fermer. La lutte juridique, avec notre avocat, on les a mis en échec dans tous les tribunaux. La lutte politique, bien sûr, et la lutte médiatique. Mais la lutte culturelle aussi, je crois qu'on y a participé avec tout ce qu'on a fait culturellement. Voilà. Et du coup, pour reprendre sur la partie commerciale, ce que vient de dire Gérard sur ce qu'on appelle, c'est peut-être pas le bon terme, réseau militant, parce que c'est très large. Quand on met cette partie-là, moi j'y rajoute aussi les AMAP, les cafés citoyens, maintenant il y a beaucoup de magasins coopératifs, etc. Donc là-dessus, on est présent. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas proactif. C'est-à-dire qu'on répond à la demande. Donc on est très souvent sollicité. Donc le seul côté proactif qu'on a, qui n'est pas neutre, c'est ce que fait notre association Liberté en allant tenir des stands dans des congrès, etc. Où là, du coup, ça fait un éclairage. Au-delà du chiffre d'affaires qu'ils font le jour de la vente, du coup, ça permet de croiser des gens et de dire que c'est possible d'avoir les produits dans leur structure. Mais on n'a pas, quand je dis on n'est pas proactif, on n'a pas un modèle de prospection commerciale en vue de ce type, ce qui est logique. Il n'y a aucune école de commerce
qui explique à des jeunes étudiants qu'il va falloir aller démarcher des partis politiques, des associations pour vendre du thé. Ça n'existe pas. Donc ça, on l'a. Mais ouais, on peut en rigoler, mais je pense que on a à y réfléchir. Bien sûr. À essayer de trouver, alors ça va pas passer par les écoles de commerce, hein, c'est à nous de trouver mais il faut qu'on trouve un moyen d'être plus proactif là-dessus pour pouvoir aller toucher ce monde-là, parce que je reste convaincu que il y a vraiment et on le voit bien partout où ça marche, il suffit d'une personne dans une structure qui soit sensible à notre histoire ou simplement amateur de thé, parce qu'on fait comme on fait des produits de qualité, parce que ça aussi, on peut le dire, on aurait fait simplement que la lutte soit belle et qu'on ait gagné contre Unilever, mais qu'après derrière on ferait des produits pourris. Bah, les militants auraient acheté certainement une première fois, une deuxième fois, mais bon, si les produits n'étaient pas bons, ils auraient arrêté. Donc comme les produits sont bons, donc aussi des amateurs de thé peuvent être sensibles à ça. Et donc comment on arrive à être actif dans ce secteur de diffusion de nos produits. Je pense que il y a quelque chose à faire. Alors, on a commencé à travailler là-dessus. Un des débouchés, et qui malheureusement pour l'instant tarde à se développer, c'est faire ce genre de choses. Ça, on a proposé à une structure qui s'appelle Groupe Hop, c'est chèque déjeuner. Okay, ouais. Donc c'est la base, c'est notre boîte à la base, c'est celle-là. Donc c'est celle que vous trouverez dans le commerce classique. Voilà. Donc, et nous, ce qu'on propose aux structures de l'économie sociale notamment, ou des structures qui, évidemment, on va pas le faire avec n'importe qui. Hein. Bien sûr. Voilà. Si prend l'idée, pour pas la citer, à une femme politique qui risque de pas être candidate au présidentiel prochainement, de faire une boîte goodies pour son parti politique, il faut pas qu'elle vienne nous voir. Hein, donc voilà, pour être tout à fait transparent. Mais toute structure qui ont des valeurs qu'on partage, voilà, qu'on a un intérêt à ça soit mis en avant notre produit. Donc on propose d'envoyer ce qu'on appelle le BAT, le bon attiré de l'étui, de garder le format de la boîte avec faut quand même qu'on voie toujours 1336, qu'on voie le produit, mais de prendre un espace ici et un espace là pour communiquer ce qu'ils ont envie de communiquer, mettre en avant leur structure. Alors, eux l'ont pas fait, on l'a fait avec la MGEN aussi. La MGEN a rajouté un petit QR code ici. D'accord. Et ce qui fait que les gens, quand ils font le don et qu'ils ont la boîte, ils scannent le QR code, ça renvoie sur le site de la MGEN. Donc voilà, c'est ce type de boîte qu'on peut faire à grande échelle. Évidemment, c'est des grosses séries. Et là, je pense que ça a deux intérêts pour nous. D'abord, le chiffre d'affaires qu'on fait, là, celle-là, on a dû la faire à 6 000 exemplaires. On en a fait une à 10 000 pour la MGEN. Donc, quand on a fait l'infusion du Nord au Sud pour la MGEN, on a fait x2 sur l'infusion du Nord au Sud cette année-là. Rien qu'avec ça. Donc, du coup, ça a un intérêt économique important, mais pas que. Après, derrière, le salaire. Donc là, en l'occurrence, c'était pour le groupe Hop, c'était pour leurs salariés. La MGEN, c'était pour les nouveaux adhérents. Donc le fait qu'ils donnent ça à un nouvel adhérent, beaucoup de nouveaux adhérents de la MGEN, quand ils ont vu la boîte, ils ont certainement beaucoup découvert 1336. C'est ça. Derrière, il y a toute notre histoire, etc. Et donc c'est des futurs clients potentiels, notamment pour notre site de vente en ligne. Et donc du coup, moi je crois beaucoup à ça. Et ça, je pense que dans l'activité qu'on a aujourd'hui et très largement le monde militant, le monde de l'économie sociale, il y a plein de structures qui ont beaucoup de moyens économiques qui pourraient très bien le mettre en place. Et ça nous ferait des volumes importants et surtout une visibilité importante pour tous ceux qui au final auront la boîte dans les mains. Puis c'est un gagnant-gagnant. Donc voilà, exactement. Donc ça, je pense qu'entre guillemets, c'est facile à faire, mais bon là, depuis qu'on a lancé cette possibilité de faire ça, c'était juste après le Covid, si je me trompe pas, donc ça va être 2021 la première fois. On a fait deux coups, quoi, MGEN et Groupe Up. D'accord, mais c'est vrai que ça mérite d'être connu, parce que même moi qui vous suis un peu, je connaissais pas. Voilà. Donc c'est bien, non? Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Du coup, on peut justement repasser. Allez, maintenant, j'espère qu'avec tout ça, il y a des gens qui se disent
ils vont passer le cap. Alors, c'est quoi on a parlé tout à l'heure de l'association Fra Liberté où on peut faire passer des commandes sur le site. Il y a aussi les commandes, donc ça peut être des commandes, voilà. Il y a des commandes qu'on peut faire individuellement. Voilà. Là, on rappellera vite les conditions, elles sont assez cool, franchement. Sinon, si c'est des plus grosses structures, directement sur Scopti. Alors, redites-moi comment ça se passe, ça. Alors, je suis tout seul. Le site de vente en ligne, c'est donc comme l'a dit Gérard, c'est l'association qui l'apporte. L'avantage du site de vente, alors, il s'adresse essentiellement pour les particuliers. C'est un site qui est fait pour les particuliers. Il y a des structures, même y compris, et souvent ils font la bascule après, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent acheter directement à Scopti, ils basculent avec nous. Mais il y a des petits magasins, des épiceries, de bout de la France qui trouvent pas nos produits chez Métro, etc. Là où ils s'approvisionnent, qui achètent directement sur le site, des chambres d'hôtes, etc. Donc après ça, on peut les passer sur Scopti. La seule chose qu'il y a comme différence pour eux, quand ils passent du site de Fra Liberté, du site de vente en ligne à Scopti, c'est que tous les produits dérivés qu'on trouve sur le site de vente en ligne, les mugs, à part les boîtes de fer et les sacs coton qu'on trouve aussi chez Scopti, tout le reste, les produits dérivés, les théières, les mugs, le miel, les coffrets bois, etc. Voilà, tout ça, c'est que sur le site de vente en ligne. C'est pas sur, sur Scopti. Par contre, la totalité des produits que nous, on conditionne ici, le vrac, le bio, le conventionnel, les boissons, tout ça c'est disponible pour les structures. Donc pour faire court, particulier site de vente en ligne, structure directement à Scopti. On crée un compte client. Les commandes, alors on a pour pouvoir faire des tarifs préférentiels aux structures, on a un minimum de commandes, on a mis nos tarifs pour un minimum de commandes à 350 € hors taxe. Après, il y a des structures qui atteignent pas ce montant-là. Ce qu'on fait pour pas bloquer complètement, on maintient le même tarif. Et par contre, là, si c'est en dessous de 350 €, on rajoute les frais de port. On a la chance d'avoir des produits qui sont légers. Donc, grosso modo, une quarantaine de boîtes, c'est 8 € de frais de port supplémentaires si on doit. Et après, il y a des structures qui sont dans la région, qui commandent et qui viennent, qui sont pas à 350 €, qui viennent chercher les produits sur place. Il n'y a même pas du coup de coût logistique. On peut aussi, je pourrais faire si on a l'occasion de croiser le chef de rayon ou demander à ce que les produits soient... Tout simplement la boîte à idées. La boîte à idées des magasins. Il y a souvent des boîtes à idées dans les magasins, de mettre un petit mot et demander à ce que nos produits soient présents. Et il y a un autre aspect, c'est les campagnes de sociofinancement. Même si nous-mêmes on travaillera d'ailleurs à un autre outil que je vous en parle pas trop. Je dis juste que si en suivant notre travail, vous verrez apparaître un autre outil qui servira à financer ce genre de structure, ce genre de projet, ce genre de lutte, tout ça. Mais pour le moment, vous avez une campagne de sociofinancement aussi. Ça se passe comment? Toujours ouverte d'ailleurs. Un peu particulier par rapport à tout ce qu'on voit comme type de campagne de sociofinancement. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on découvre du modèle dominant, malheureusement. En fait, en 2015, quand on démarre la marque, on sort du conflit en 2014. Pour diverses raisons, notamment les conditions d'occupation du site, etc. Ça a mis beaucoup de temps parce que les majorités ont changé, etc. Donc plus d'1 an. À un moment donné, on s'est posé la question, on savait que la SCOP, on l'avait créée sans activité et qu'on risquait de tomber dans l'oubli de la lutte et que si on laissait passer trop de temps sans parler de nous, ça allait être compliqué. On avait décidé du nom de notre marque en fin d'année 2014, on l'avait communiqué à personne. Et donc on a choisi de faire une communication médiatique le jour de l'anniversaire de l'accord de fin de conflit, le 28 mai 2015, premier anniversaire. On a tout joué sur le 1336, on a fait ça à 13h36, il y avait le direct de France 3 régional le midi et le soir sur le site. Et donc on a fait une présentation pour annoncer le nom de la marque, sachant que les produits pouvaient au mieux être dans les rayons à partir de septembre. D'accord? Donc il y avait, on était mai 2015, et les gens pourraient acheter les produits qu'en septembre 2015. Là, nos designers de l'époque et au niveau du marketing l'équipe qu'on avait mis en place, nous propose une chose, non pas, là on n'avait pas, entre guillemets, pas besoin de finances, parce que on n'avait pas encore pris dans ce qu'on avait tiré d'Unilever, donc on n'était pas là-dedans. Par contre, nous dit, ça serait bien de faire une campagne de socio-financement pour que ça parle de vous. Et comme ça, on joue tout sur le temps. L'été, les gens vont vous suivre à travers cette campagne de socio-financement.
et ça va parler de la marque 1336, et comme ça, quand ça sera en rayon en septembre, ça donne de la communication. Donc en même temps qu'il nous parle ça, hasard, parce que lui, il avait eu le responsable marketing de l'époque, Romain, avait eu, il s'était mis en disponibilité pendant un an, il avait fait le tour de France du Made in France, et il avait financé avec Ulule l'achat d'un food truck pour faire son donc il connaissait Ulule qui fait les campagnes de financement. Et il se trouve que le lendemain, un des deux co-dirigeants d'Ulule nous contacte après qu'on ait fait le lancement de la marque. Et pour nous dire, voilà, c'est bien ce que vous avez fait, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous. Donc nous, on ne connaissait pas. Comme l'autre nous en avait parlé, Romain nous en avait parlé juste avant, on dit pourquoi pas. Et donc on joue tout sur, entre guillemets, de l'achat. Les gens versaient 10 €, ils avaient un mois de consommation. Donc après coup, ils versaient, mais après on leur donnait, dès que les produits allaient être disponibles, on leur envoyait, on avait fait... le boîte collector. Donc c'est du sociofinancement un peu particulier. Mais sauf que là, moi j'ai découvert un certain nombre de choses. C'est que ce type de campagne de sociofinancement, quand tu passes par des structures comme ça, il faut mettre un temps. C'est toujours limité dans le temps. Donc nous, on a mis 1336 heures. On n'a pas même 1336 jours, 1336 heures. Il faut donner un objectif. Donc nous, on avait mis minimum 1336 €. Et il faut dire, il faut donner un objectif. Oui, le temps et l'objectif. C'est ça le particulier. Et puis aussi, la fameuse structure te prend, nous en l'occurrence, c'était 8%. 8% de la somme, les gens quand ils donnent 8% à la structure. Tu te dis, il y a peut-être un service, mais en fait, il n'y a aucune... toutes les communications qu'on a faites, c'est sur nos adresses à nous qu'on avait. Donc il n'y a pas eu un apport d'adresses supplémentaires. Donc voilà. Donc ça, c'était à prendre en compte. Donc ça nous a aidé, on ne crache pas dessus, et ça s'est bien passé, ça nous fait un éclairage, tout à fait l'éclairage. Après arrive 2017-2018, ce que je disais tout à l'heure, les difficultés financières, il fallait qu'on trouve des ressorts. Donc on se dit, tiens, on va lancer une campagne de sociofinancement. Mais là, on se dit, non, on va pas prendre. D'abord, on voulait pas limiter dans le temps, parce qu'on savait pas combien de temps on allait en avoir besoin. La preuve, on en a toujours besoin, elle est toujours active. Donc, on voulait pas limiter dans le temps. Et puis, on savait pas le montant qu'on allait avoir besoin. Tant qu'on en a besoin, tant qu'économiquement, on n'a pas l'équilibre. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à 450 000 € de sociofinancement qui a été versé depuis 2018 à la campagne de sociofinancement, avec 3500 contributeurs. Mais est-ce qu'on s'arrêtera à 500 000 ou 600 000 le jour où, entre guillemets, économiquement, on n'a plus besoin d'avoir cette perfusion-là? De la même manière qu'on a communiqué en 2018 pour la lancer, on communiquera pour dire ça y est, c'est bon pour nous, gardez votre argent ou faites-en profiter d'autres qui en ont plus besoin que nous, etc. Mais donc pour le moment, malheureusement, c'est pas le cas. Et donc, dernière chose, on s'est dit, on va quand même pas encore filer des pourcentages. 8%. Et en quoi je dis le système, tu te rends compte, c'est ça qui m'a fait percuter. Je me dis, putain, il y a quand même des gens qui ont réfléchi à se dire, tiens, il y a des gens qui donnent à la solidarité pour une cause. Comment on peut faire pour se faire de l'argent là-dessus? Voilà. C'est quand même un monde de malades. Dans quel monde on vit? C'est-à-dire que à chaque fois, et les gens très peu le savent, et tous fonctionnent pareil, les litchis et machin. À chaque fois qu'ils donnent 100, il y a 6 ou 8 ou 10 qui va pas à la cause que tu défends. Donc nous, on a dit, on va le faire nous-mêmes. Donc on a, sur notre site de vente en ligne, créé un onglet sociofinancement. Ça coûte quand même, parce que du coup, le coût de versement, sauf si les gens font un chèque et nous l'envoient directement, là c'est directement pour nous. Mais sinon, s'ils payent en carte bleue, si c'est PayPal, il y a la commission PayPal. Si c'est Monetico, c'est Monetico, etc. Alors c'est moindre, mais il y a quand même voilà. Donc tout ça, voilà, tous ces trucs mis bout à bout, on a lancé cette campagne de cette manière-là, et qui est toujours active aujourd'hui. Sur notre site de vente en ligne, on peut y aller, on peut payer en virement bancaire, en carte bleue ou en chèque. Super. J'ai cru comprendre tout à l'heure que ici, quand on se salue, on faisait un check. Alors je vais me plier à l'usage, et puis merci vraiment pour tout ce que vous avez fait. On check. Voilà. Avec le point, c'est bien. Voilà.